messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, parlons du CENTIF à l'occasion de la cérémonie marquant les 20 ans de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le président Cheikh Mouhamadou Bamba Sibi annonce plus de 700 déclarations d'opérations suspectes en 2025 contre 928 en 2024. Les détails et les enjeux de cette hausse dans ce journal-là. Affaire Azer, après le député Thierno Alassane Sall, c'est au tour de Sayer Niang, ex-patron de l'ARMP ARCOP, d'être entendu ce jeudi comme témoin. Son audition pourrait enfin apporter une lumière factuelle sur un dossier entouré de soupçons. Les partisans de Thierno Alassane Sall exigent que toutes les personnes concernées soient également entendues. Réaction de Abdourahmane Maïga dans ce journal. Question d'actualité pour la deuxième fois. L'opposition parlementaire regroupée au cours de Taku Wallu et de plusieurs non-inscrits annonce son boycott du Premier ministre Ousmane Sonko attendu demain à l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Une attitude diversement appréciée par les Sénégalais, dont une bonne partie ne cautionne pas ce choix. Vox Pop et analyse à suivre. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Je vous l'annonçais en titre à l'occasion de la cérémonie officielle de la commémoration des 20 ans de la cellule nationale de traitement des informations financières. Ce jeudi, Cheikh Mouhamadou Bamba Sibi a déclaré que la CENTIF a enregistré plus de 700 déclarations d'opérations suspectes en 2025 contre 928 en 2024. Voici un extrait de son discours au micro de Mansour Diassé. Il y a des rapports trimestriels et il y a des rapports annuels qui sont transmis par la CENTIF au ministère des Finances, mais ces rapports-là retracent juste l'activité de la CENTIF. Le nombre de rapports qui a été produit, le nombre de déclarations reçues, mais aucunement on a, dans ces rapports d'activité, on n'a pas le contenu des rapports qui sont transmis à la justice. Je pense que c'est bon de préciser donc cet aspect-là parce que très souvent, les gens font la confusion pour dire que la CENTIF a fait une enquête pendant 2 ans, 3 ans, mais la CENTIF n'a pas entendu la personne impliquée ou concernée. On n'est pas une autorité de police, on n'est pas une autorité judiciaire, donc on n'a pas à entendre les personnes. Donc le contradictoire ne s'installe pas à l'étape CENTIF. Le contradictoire donc s'installe après que le rapport ait été transmis à la justice et maintenant à ce niveau-là, la personne impliquée, concernée pourra donc se défendre devant les autorités judiciaires. Donc chaque année, on reçoit un volume important de déclarations. Donc si mes calculs sont bons, en 2027 à date, on est à plus de 700 déclarations reçues. En 2024, on a reçu 928 déclarations de soupçons. 928 déclarations de soupçons ont été reçues et traitées, et le traitement également, pour certains, c'est en cours. Et on a transmis en 2024, comme vous pouvez donc le voir dans nos rapports annuels, on a transmis 46 rapports d'enquête au parquet financier. Restons dans le même siège et parlons toujours finances. La 12e assemblée générale du réseau interagence de recouvrement des avoirs de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mercredi à Dakar. Elle réunit les acteurs ouest-africains engagés dans la lutte contre la criminalité transnationale. Une rencontre stratégique destinée à renforcer l'échange d'informations, harmoniser les pratiques et accélérer le recouvrement des avoirs criminels dans la sous-région. Voici les explications de Mor Ndiaye, le président et le directeur de l'ORNAC. Le réseau a été mis en place depuis 2014. Chaque année, le réseau se réunit en assemblée générale annuelle pour faire le bilan de l'ensemble des activités de l'année en cours, dégager les perspectives pour l'année à venir et voir ensemble aussi les défis à surmonter, partager avec aussi d'autres réseaux qui existent dans le monde les bonnes pratiques.
échange d'informations aux fins de détection, d'identification des avoirs. Bref, pour lutter plus efficacement contre la criminalité. Au titre donc, des activités de l'ONRAC, l'Office national que j'ai l'honneur de diriger, nous sommes à peu près à plus de 42 milliards d'avoirs recouverts. Donc je pense que c'est un montant assez important qui montre le caractère dynamique de la lutte au Sénégal. Et comme ça c'est le cas aussi dans d'autres pays. Nous aurons en tout cas l'occasion d'aller plus en détail au cours de nos travaux donc, qui vont se poursuivre. Pour si je reste sur le cas du Sénégal, le Sénégal sera réévalué en février donc, de 2026, donc c'est pendant quelques mois, ce qui fait que le travail doit continuer. Donc ce qui est fait ici, c'est exactement la même chose aussi qui est attendue pour l'ensemble des pays. Et donc l'objectif du réseau, principalement pour cette année comme pour l'année à venir, c'est de maintenir cette dynamique, la dynamique de la lutte, la conformité technique, l'efficacité du dispositif de la lutte contre la criminalité financière, donc en s'alignant sur les meilleurs standards internationaux. Et puis, conférence internationale, le réseau africain d'international développement économique Associate a lancé ce mercredi une conférence destinée à susciter des réflexions constructives sur l'avenir du continent dans l'esprit du panafricanisme. Selon Nongo Samba Silla, économiste sénégalais, la question centrale est de déterminer la meilleure approche pour réaliser l'unité du continent. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. L'objectif de cette conférence est de parvenir à des réflexions constructives sur l'avenir de notre continent, en partant du principe panafricaniste. Et le principe panafricaniste, c'est que l'Afrique doit être unie. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment s'unir, quelle approche il faudrait. C'est pourquoi on a essayé de rassembler des intellectuels, des décideurs politiques, des camarades venus d'un peu partout, de divers continents, et aussi des héritiers de légendes du panafricanisme. Ici, nous avons le docteur Julius Garvey, qui est le fils de Marcus Garvey. Donc, c'est son fils biologique. Nous avons Madame Samia Nkrumah, qui est la fille du grand Kwame Nkrumah. Nous avons Monsieur Fidel Toé, qui est l'ami d'enfance de Thomas Sankara, qui a été également ministre sous sa présidence. Nous avons également d'autres personnalités qui sont ici présentes, dont des généraux, et qui sont venus tous apporter leur contribution intellectuelle, en tout cas à la manière dont nous souhaitons faire avancer le continent sur la voie de l'unité politique, économique, culturelle. On a eu des ensembles qui ont été créés un peu après la période des indépendances. On a vu que les progrès ont été timides, alors que le monde n'attend pas. On va dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, on le voit. Et donc il y a un risque que l'Afrique soit fragmentée entre les blocs qui se constituent. Et donc ça, nous devons éviter parce que c'est une nouvelle forme de colonisation ou de néocolonialisme. Je vous l'annonçais également en titre, après Thierno Alassane Sall, c'est au tour de Saher Niang, ex-patron de l'ARCOP, d'être entendu ce jeudi dans le cadre de l'affaire Azer, même entendu en qualité de simple témoin. Son audition devrait apporter une lumière factuelle sur un dossier longtemps enveloppé de soupçons et de scandales. Les partisans de Thierno Alassane Sall espèrent que les autres personnes concernées seront également entendues pour éclairer les Sénégalais. Abdourahmane Maïga, juriste et directeur des structures à la République des valeurs, s'est exprimé au téléphone d'Abdoulaye Dieye. À propos de la plainte de Thierno Alassane Sall, il serait bon quand même de comprendre que d'abord cette affaire a fait l'objet d'une question écrite que l'honorable député Thierno Alassane Sall avait adressé au ministre des Finances et du Budget. À l'époque, c'était le 12 juin 2025. N'ayant pu obtenir de réponse de la part du ministre de l'Économie et des Finances, donc l'honorable député Thierno Alassane Sall n'avait d'autre choix que de saisir donc, le pôle judiciaire financier. C'est ainsi que le 16 octobre 2025, nous nous sommes rendus donc auprès donc, du procureur du pôle judiciaire financier
compétents en la matière pour pouvoir donc statuer sur cette affaire qui en fait porte sur un détournement supposé de 37 milliards de nos francs. Donc, dans la plainte aussi, je tiens à préciser que nous avions demandé à ce que le DG, l'ex-DG de l'ARCOP, effectivement, qui a été relevé, parce que je précise que Saher Niang, voilà, à l'époque, c'est lui qui avait demandé la suspension du marché pour que la lumière soit faite sur l'utilisation des 37 milliards. Et je précise aussi qu'à l'époque, lorsqu'il avait pris cette décision, il avait été relevé donc, de ses fonctions de directeur et remplacé par un autre DG, l'actuel DG, en violation même des textes, parce que la nomination du DG de l'ARCOP obéit à des règles, donc disons, d'appel à candidature. Nous espérons que les autres personnes citées dans cette affaire, à savoir les DG de Laser, l'ancien et l'actuel, le DG donc de la SONAC, et toutes les personnes citées, visées dans la plainte, soient entendues au même titre que M. Saher Niang. Donc, et comme le président Thierno Alassane Sall a eu à le dire, si l'enquête suit son cours normalement, d'ici 3 mois maximum, disons 4 mois, la lumière sera faite et les responsabilités situées et des têtes vont tomber. Et puis le reportage du jour, en cette période de fraîcheur, le poisson se fait de plus en plus rare sur les marchés et sur les quais de pêche. À Soumbédioune, les étals et les réfrigérateurs sont vides et les pirogues restent en rade au bord de l'eau. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaï. À Soumbédioune, le silence règne. Seul le bruit des vagues qui s'échouent doucement sur la rive vient troubler cette quiétude. Aucune pirogue ne tangue dans l'eau à cette heure et les pêcheurs sont restés en retrait de leur activité habituelle. Ils préfèrent discuter de divers sujets sur la quai de pêche. Cette atmosphère calme démontre que les conditions météorologiques ont eu raison de leur routine. En effet, en cette période de fraîcheur, le vent souffle avec vigueur, rendant la pêche presque impossible. En cette période de fraîcheur, il n'y a pas de poisson. C'est la raison pour laquelle on n'est pas parti en mer. Non seulement il y a beaucoup de vent dernièrement, c'est pourquoi on préfère stationner nos pirogues pour plus de sécurité. Les conséquences se font ressentir, les poissons se font de plus en plus rares. Cette raréfaction oblige les vendeurs à augmenter les prix du poisson pour préserver leur business. Quand le poisson se fait rare, il devient encore plus cher car la demande est plus élevée que l'offre. Avant, les dorades étaient vendues à 3 000 francs CFA le kilogramme. Maintenant, il est vendu à 3 500 francs. Un des pêcheurs rencontrés sur le quai explique cette situation. Selon lui, il existe certains types de poissons qui ne se pêchent que lorsque la fraîcheur s'installe vraiment, or que ce qui se vit actuellement ne serait que les prémices de cette saison. Chaque saison correspond à un type de poisson. Pour la fraîcheur, il y a des poissons spécifiques qu'on pêche et plus cette période se prolonge, plus il y a de poissons tels que le poisson chat et les autres types. À Soumbédioune, le calme apparent cache donc une période de défi pour les pêcheurs liés aux caprices de la météo et de la rareté des poissons. Ils espèrent que la mer reprendra bientôt sa générosité et que les pirogues pourront à nouveau voguer au rythme des vagues. Et puis je vous l'annoncer en titre, question d'actualité attendue ce 28 novembre à l'Assemblée nationale. Pour l'exercice des questions d'actualité, Ousmane Sonko fera uniquement face aux députés de PASTEF, l'opposition parlementaire, notamment Taku Wallu, et plusieurs non-inscrits ont décidé de boycotter le Premier ministre pour la deuxième fois après le 14 avril. Une attitude diversement appréciée. La plupart des Sénégalais interrogés ne cautionnent pas cette démarche. Reportage Ndella Ndiaye. L'Assemblée nationale se réunira ce vendredi 28 novembre 2025 pour une séance de questions d'actualité. Mais cette session se tiendra dans un contexte politique particulier. Une large partie de l'opposition parlementaire a annoncé son boycott. Pour certains Sénégalais interrogés, la politique de la chaise vide n'a pas sa place dans l'hémicycle.
Je pense que c'est une trop grosse erreur. Ils doivent aller participer au débat. C'est des députés. Ils ont sollicité la voix des Sénégalais. Ils ont été élus pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Donc, ils doivent aller représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Ils ne doivent pas regarder ailleurs. C'est eux qui ont sollicité les Sénégalais pour être le représentant. Ils n'ont qu'à aller assumer et bien représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Ils ne doivent pas boycotter. Face aux défis du moment, selon Bassir Kane, les hommes politiques devraient plutôt s'unir et faire face aux enjeux actuels. Actuellement, Actuellement, la vie est très difficile dans le pays. L'opposition et le pouvoir doivent faire bloc et penser à l'intérêt général au lieu de penser à l'intérêt personnel. Ils doivent être ensemble, poser des questions qui intéressent les Sénégalais au lieu de boycotter. C'est la deuxième fois que les députés de l'opposition de la 15e législature boycottent la venue du Premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre des questions d'actualité. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par la Guinée-Bissau. Le général Horta Tam est investi président de la transition pour 1 an à Hong Kong. Un terrible incendie fait plus de 60 morts. Et puis en Israël, la tension monte entre le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Le tour de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. Hors de nos frontières de ce jeudi 27 novembre 2025. D'abord en Guinée-Bissau, le général qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre a été investi ce jeudi 27 novembre président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant 1 an, a annoncé l'armée au cours d'une conférence de presse à Bissau, indiquant par ailleurs avoir pris le contrôle total du pays. Dans le même contexte, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fermement condamné ce jeudi 27 novembre le coup d'État survenu la veille en Guinée-Bissau, 3 jours après des élections présidentielles et législatives, le qualifiant de menace directe pour la stabilité du pays et de la région. En dehors de l'Afrique, le pape Léon XIV arrive en Turquie pour une visite teintée d'œcuménisme et de dialogue interreligieux. La visite de Léon XIV va durer 4 jours. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger qui se poursuivra au Liban à partir de dimanche. Ce passage en Turquie avait été prévu par le précédent pape François décédé en avril. En Israël, le chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir, lance un appel retentissant en faveur d'un leadership national courageux et transformateur. Ses propos tenus lors d'une cérémonie en hommage à David Ben Gurion, un des pères fondateurs du pays, sont largement interprétés comme une critique directe du gouvernement actuel et de sa gestion de responsabilité. Et pour terminer, à Hong Kong, au moins 65 personnes ont perdu la vie mercredi 26 novembre dans un incident ayant éclaté dans un complexe résidentiel. On ignore pour l'instant si des personnes se trouvent encore bloquées à l'intérieur des immeubles en feu. Le président chinois Xi Jinping s'est exprimé à propos de ce sinistre classé en catégorie 5, le plus haut niveau. 3 personnes ont été arrêtées soupçonnés d'homicide involontaire. 10 pompiers ont été blessés dans les opérations. Poursuivons avec la page internationale. En Guinée-Bissau, comme annoncé, le général Horta Tam a été investi ce jeudi 27 novembre comme président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant 1 an après le coup d'État survenu mercredi. Selon l'armée, le putsch n'a causé aucune perte humaine ni matérielle et n'a pas perturbé le quotidien de la population. Une première selon Ali Mbalo, un ressortissant bissau-guinéen qui s'est entretenu avec Abdoulaye Dié au téléphone. C'est confirmé cet coup d'État. Vraiment, c'est un coup d'État. Donc, déjà aujourd'hui, ils ont nommé un nouveau président de la République de la Guinée-Bissau, Donc, lui, il était chef d'état-major particulier de président Oumar Sissoko Embalo. C'est lui qui était le général de bataillon qui est dans la présidence. Donc, c'est un grand général
qui était à côté de président Omar Embalo. On peut le dire que c'est une bras droite du président Embalo. L'autre côté, c'est pour dire que les conséquences ou bien les dégâts ou bien les empêchements, bon, il n'y a pas de dégâts qui peuvent empêcher les gens d'aller au travail, aller quelque part. Dieu merci, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de conséquences sur la population. Et le peuple est resté calme. Il n'y a pas de morts aussi, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés. Et donc, mais l'autre côté, c'est le président Embalo avec ses collègues. Ils sont actuellement au Amoura, dans un camp qu'on s'appelle Amoura. Et l'opposant Fernando Dias et le Domingo Simões Pereira, et ils sont au camp de base aérienne à côté de l'aéroport international Oswald Vieira. Et l'autre côté, ils sont suspendus toutes les procédures des élections. Ils sont suspendus, tout. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas des élections, il n'y a rien. Ils sont nommés le général Horta Anta comme un nouveau chef d'État. Pendant 1 an, il va rester comme chef de transition pendant 1 an. Inch'Allah, nouvel ordre, on va annoncer comment on va faire si ces élections. Merci Abdoulaye Dieye, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Restez scotchés pour suivre votre émission préférée Ndenkané animée par Abdoulaye Paye.